La capitale malgache de nouveau plongée dans le confinement. Antananarivo contrainte au calme après un regain de contamination dû au coronavirus. Annonce faite par la présidence de la République. Les restes des 24 martyrs algériens reposent dans le plus grand cimetière du pays. Mais avant leur inhumation, ils ont eu droit à des obsèques auxquelles a pris part le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis, le satisfecit du Rwanda après une décision de justice française sur l'attentat déclencheur du génocide de 1994. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre ce drame s'est exprimé. Vous l'entendrez dans ce journal. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. La capitale malgache, de nouveau plongée dans le confinement. 2 mois après la levée des restrictions dues à la pandémie du coronavirus, les habitants d'Antananarivo sont contraints de rester chez eux. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. La région d'Analamanga, dont fait partie la capitale Antananarivo, retourne au confinement total, a indiqué un communiqué de la présidence de la République malgache au lendemain du Conseil des ministres. Ces mesures ont été prises pour cause de propagation de l'épidémie et l'accroissement des cas de Covid-19, explique le communiqué. La région d'Analamanga est fermée à toute circulation. L'entrée est comme la sortie à partir de lundi jusqu'au 20 juillet. Seule une personne par foyer a le droit de sortir dans la rue de 6h du matin à 12h contre 17h auparavant, ajoute le test. 216 cas de coronavirus détectés samedi ont été recensés sur 675 personnes testées. De nombreux dispositifs de restriction de circulation ont été instaurés au ministère de l'économie et des finances où aucun usager extérieur ne sera autorisé à entrer et à circuler pour une durée indéterminée. Les réunions du gouvernement se font par visioconférence selon le même communiqué de la présidence. Sur les réseaux sociaux, des médecins ont exprimé leur solidarité pour des collègues décédés et l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar a déploré la perte d'un de ses médecins. Au total, 1621 personnes vivent avec le virus actuellement sur la grande île avec 31 formes graves parmi les 23 000 personnes testées depuis le début de l'épidémie. Au Soudan, ils réclament plus de sécurité. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Darfour pour réclamer plus de sécurité face à la recrudescence des actes de banditisme. Des centaines de Soudanais ont manifesté ce vendredi lors d'un sit-in dans l'état du Darfour Centre. Ils appellent le gouvernement à assurer la sécurité de leurs propriétés après plusieurs meurtres et pillages selon des témoins. Nous sommes ici depuis 4 jours et nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, a affirmé Adam Haroun, l'un des manifestants installés devant des bâtiments gouvernementaux à Nertiti. La semaine dernière, des hommes armés non identifiés ont tué 3 agriculteurs près de la ville de Nertiti, située au Darfour Centre, provoquant la colère des habitants qui dénoncent l'insécurité sévissant dans la région. Mohamed Issa, un autre protestataire, a dénoncé l'inaction des forces de sécurité, affirmant qu'ils n'assument pas leur rôle pour protéger la région des gangs. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé vendredi qu'une délégation gouvernementale visiterait la région pour répondre aux demandes des manifestants. Les revendications de notre peuple à Nertiti au Darfour Centre sont justes et légitimes, a estimé le Premier ministre sur Twitter. Longtemps miné par les scènes de violence, le Darfour tente aujourd'hui de tourner la page de la guerre et entamer une reconstruction après la chute du régime du président Omar El-Béchir. Après la mort de Achalou Hundessa, chanteur populaire et porte-drapeau de l'ethnie Oromo en Éthiopie, les membres de ce clan se sont rassemblés pour se recueillir. Écoutons quelques membres de cette communauté. Achalou est le cœur et les yeux de notre lutte. Je suis très triste, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation. Il est les yeux du peuple Oromo et maintenant, ils nous ont aveuglés. Même lorsque des gens sortent pour pleurer sa mort, nous perdons encore plus de vies. Le gouvernement n'a pas pu protéger les personnes qui sont allées à ses funérailles.
Au lieu de les protéger, ils prennent des mesures à l'encontre de leur peuple. Je prends le meurtre de Achalou comme s'ils avaient purifié le peuple oromo. Il est la colonne vertébrale qui nous a tenu la tête haute. En Algérie, la terre s'est définitivement refermée ce dimanche sur les restes des 24 martyrs anticoloniaux. Ils ont été remis par la France à Alger. Leur inhumation a eu lieu au cimetière d'Ali le Grand en présence du président Abdelmadjid Tebboune. Les 24 cercueils recouverts du drapeau national ont quitté vers 9h GMT le palais de la culture où ils sont exposés depuis leur arrivée sur le sol algérien vendredi pour le cimetière. Une foule nombreuse s'est déplacée tout le long de la journée de samedi. Une longue file d'attente s'est constituée en dépit de la chaleur afin de rendre un dernier hommage à ces héros nationaux rapatriés après 170 ans. Certains hommes et femmes ont pleuré en se recueillant devant ces morts selon des images diffusées par les télévisions. Ces restes mortuaires ont été conservés depuis le 19e siècle dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Colonisée pendant 132 ans, l'Algérie avait demandé officiellement la remise des crânes, plusieurs dizaines, et d'archives coloniales en janvier 2018. Parmi les têtes des rebelles les plus illustrées des débuts de la colonisation figure celle de Tchèque Bouziane, le chef de l'insurrection des Ibans dans l'est de l'Algérie en 1849, et de ses compagnons d'armes. Capturés par les Français, ils avaient été fusillés puis décapités. Les crânes étaient considérés comme des trophées de guerre par les militaires français. Leur restitution par la France est aussi fort d'un dégel dans les relations entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale, marquée depuis 1962 par des polémiques récurrentes et des crispations. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'amitié et de lucidité sur toutes les blessures de notre histoire, a commenté vendredi l'Élysée. Lors d'une visite à Algérie en décembre 2017, le président français Emmanuel Macron s'était engagé à restituer les restes humains algériens entreposés au Musée de l'Homme, un des sites du Muséum national d'histoire naturelle. Des centaines de Guinéens se sont rassemblés pour les funérailles de 8 hommes tués par les forces de sécurité. Selon l'opposition au président Alpha Condé, au cours du premier rassemblement anti-régime depuis l'instauration ou la levée des mesures dues au coronavirus. Avec la pandémie de coronavirus, le Front national pour la défense de la Constitution, collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile a suspendu depuis 3 mois les manifestations auxquelles il appelait régulièrement pour faire barrage à un éventuel 3e mandat du président Condé. Le FNDC a décidé de reprendre la mobilisation et avait appelé à suivre ce vendredi les funérailles de 8 hommes tués par les forces de sécurité entre juin et mars, en lien avec le mouvement anti-Condé selon lui. Des dizaines de civils ont été tués depuis mi-octobre et le début du mouvement, à plusieurs reprises sévèrement réprimé. Les autorités avaient refusé jusqu'à présent de restituer les corps de ces hommes, dont 3 n'avaient pas plus de 17 ans. Les autorités ont finalement fait déposer les dépouilles à la morgue de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, où les parents et les proches sont venus les récupérer. Des centaines de personnes ont ensuite suivi les corps jusqu'au cimetière de Bambeto, où sont déjà enterrées des dizaines de personnes tuées au cours de manifestations ces dernières années. Le mandat de Condé, 82 ans, élu en 2010 et réélu en 2015, arrive à échéance à la fin de l'année. L'opposition est convaincue qu'il briguera sa propre succession. Elle a vainement tenté de s'opposer à une nouvelle constitution que le président Alpha Condé a soumise le 22 mars à référendum et dans laquelle elle dénonce un subterfuge pour remettre le compteur présidentiel à 0 afin de se représenter. Alpha Condé, ancien opposant historique devenu premier président démocratiquement élu, après des décennies de régime autoritaire, entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles. Le satisfait du Rwanda après cette décision de la justice française, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, Jean Damascène Bizimana, se félicite que la justice française mette fin à ce qu'il qualifie de parodie de justice après la décision de justice qui confirme évidemment un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda.
La justice française a confirmé ce vendredi l'abandon des poursuites contre l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame. Les magistrats de la Cour, après 6 mois de réflexion, ont en effet confirmé la décision des juges antiterroristes qui avaient estimé, le 21 décembre 2018, n'avoir pas suffisamment de charges pour envoyer aux assises 9 membres ou anciens membres de l'entourage de Paul Kagame, l'ex-chef de la rébellion Tutsi du FPR, devenu président du pays en 2000. Le 6 avril 1994, l'avion transportant Juvenal Habyarimana, un Hutu, et le président burundais Cyprien Ntaryamira avaient été abattus en phase d'atterrissage vers Kigali par au moins un missile. Cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide qui fit plus de 800 000 morts selon l'ONU, principalement dans la minorité Tutsi. Qui fut l'auteur du tir fatal sur le Falcon 50 présidentiel? Les enquêteurs français, saisis en 1998 après la plainte des familles de l'équipage, ont longtemps privilégié la responsabilité des rebelles Tutsis menés par Paul Kagame avant de s'orienter un temps et sans davantage aboutir vers une implication d'extrémistes Hutus, soucieux de se débarrasser d'un président trop modéré à leurs yeux. De voir que c'est la même France qui a osé quand même mettre en accusation les autorités rwandaises qui ont mis fin au génocide, c'est un scandale que l'histoire devrait totalement condamner et uniquement rejeter. Et nous nous félicitons du fait que finalement, même si c'est trop tard, 26 ans après, que la justice française mette fin à ce parodie de justice, à ce scandale judiciaire quand même qui a alimenté pendant 26 ans nos relations. Kigali n'a pas tardé ce vendredi à réagir à cette annonce. L'enquête française a été une parodie de justice, une véritable mascarade qui n'aurait jamais dû voir le jour, a commenté sur son compte Twitter le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye. Cependant, les avocats des familles des victimes de cet attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana ont immédiatement annoncé un pouvoir en cassation contre l'arrêt rendu ce vendredi par la Cour d'appel de Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.